Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le dimanche 14 juin 2026 et je suis là pour parler des dernières nouvelles de ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis et de l'attaque israélienne sur Daïa. Encore une fois, c'est la deuxième attaque depuis que l'Iran a annoncé que si Israël attaquait Daïa ou Beyrouth, il y aurait une riposte. Et c'est ce qu'ils ont fait. La première fois qu'Israël a attaqué, vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Ils ont visé un bâtiment vide. Ils pensaient pouvoir assassiner quelques commandants du Hezbollah, mais la mission a complètement échoué. À la place, ils ont tué des civils, des gens ordinaires qui se trouvaient près de ce bâtiment. Et aujourd'hui, on a eu une deuxième attaque, cette fois sur un immeuble à Beyrouth. Les images, je suis sûr que vous les avez vues, c'est un bombardement massif de l'immeuble. Et Donald Trump vient tout juste de réagir. Il a dit qu'il demandait à l'Iran de ne pas riposter. En gros, ce qu'il veut dire, c'est que Israël n'aurait jamais dû attaquer Beyrouth à nouveau, surtout en ce moment, alors que l'Iran et les États-Unis étaient en train de parvenir ou avaient presque conclu une sorte d'accord ou quelque chose comme ça. Mais le problème, c'est que Donald Trump affirme que personne n'a été blessé, qu'il n'y a eu ni blessé ni mort. C'est complètement faux. D'après les informations qu'on a pour l'instant, il y a au moins une personne tuée et 4 blessés. Et voilà la réalité de ce qui se passe. En ce moment, en Iran, il y a d'énormes discussions. Je pense qu'ils ont pris leur décision. Ils ont décidé de frapper Israël. Israël s'y prépare. Et d'après les chaînes 12 et 14 en Israël, le pays se prépare et est prêt à une attaque iranienne. Et dans leur esprit, je pense que le calcul de l'Iran, c'est que si Israël attaque Daïa, eh bien, au même moment, parce qu'aujourd'hui, si vous vous souvenez, Donald Trump disait qu'un accord allait être conclu dimanche, aujourd'hui même, qu'ils allaient le signer. On a appris hier qu'ils allaient signer l'accord de manière électronique, numériquement, quelque chose comme ça. Et puis, il y a eu l'attaque israélienne. On peut penser qu'Israël l'a faite pour saboter l'accord entre l'Iran et les États-Unis. C'est une partie de l'histoire, oui. Mais en réalité, Israël teste l'Iran pour voir si l'Iran est capable de réagir ou non. Parce qu'aujourd'hui, disons que c'était censé être un jour important entre les deux parties. Ce que personnellement, je ne crois pas. Mais Israël essaie de provoquer, de pousser, de forcer l'Iran à répondre. Ils veulent que l'Iran riposte. Et à mon avis, l'Iran va riposter. Ils vont répondre et Israël va le comprendre. Souvenez-vous de la première attaque. Quand ils ont frappé à Daïa, l'Iran a répliqué sur le nord d'Israël comme il l'avait annoncé. Voici ce qui s'est passé. Mais plus tard, les Israéliens ont affirmé que rien ne s'était produit, qu'ils avaient intercepté tous les missiles et les drones, ce qui n'était pas vrai, du moins d'après les images. Par la suite, on a appris à partir des publications iraniennes et de cette nouvelle photo qu'elle montrait comment ils avaient frappé la base aérienne de Ramat David en Israël. Regardez, la photo de gauche montre le bâtiment avant l'attaque, avant que le missile ne le touche. Et celle de droite montre comment l'Iran a détruit ce bâtiment. Et ce n'est pas tout. Ensuite, dans les jours qui ont suivi, il y a eu l'attaque israélienne sur Beyrouth, la riposte iranienne dans le nord d'Israël, puis l'attaque israélienne contre l'Iran, essentiellement sur ces îles proches du golfe Persique, près du détroit d'Ormuz. Ensuite, il y a eu la riposte iranienne contre les régions nord, centre et sud d'Israël. Après la deuxième attaque iranienne, Israël n'a pas réagi. C'est alors que les États-Unis sont intervenus et Donald Trump est soudainement apparu. On avait un hélicoptère Apache dans la région qui patrouillait le détroit d'Ormuz. Il a été touché par les Iraniens, je ne sais pas, peut-être des missiles, un drone ou quelque chose comme ça. Il n'en a pas parlé. Les Iraniens ont frappé l'hélicoptère Apache. Plus tard,
CNN a rapporté qu'il s'agissait d'une attaque de drone, un drone Shahed 136, contre l'Apache. Mais le problème avec cette histoire, et je pense qu'elle a été complètement inventée, c'est que le drone Shahed, c'est un appareil qu'on programme avant de l'envoyer sur sa cible. Vous voyez, la cible devait être quelque part, une cible fixe. C'était pas une cible mobile, parce que ce sont des drones programmés. Ils vont pas poursuivre l'hélicoptère pour le frapper. C'est pas comme ça qu'un drone fonctionne. C'est pour ça que je pense que c'était pas le cas. Je ne sais pas si ça l'était, mais ça pourrait être une sorte d'accident, parce qu'il y a énormément de mouvements de drones dans la région. Et on a un hélicoptère Apache. Donc, oui, ça pourrait être un accident. Mais envoyer un drone spécifiquement pour frapper un Apache, c'est impossible. Ça pourrait être un accident, mais c'est impossible parce que le drone ne va pas poursuivre l'hélicoptère pour le toucher. Voilà l'histoire. Et les deux pilotes, Donald Trump a dit qu'ils étaient vivants, sans blessure, rien du tout. Ils ont survécu à l'accident ou à l'attaque. Voilà, c'était toute l'histoire. Ensuite, dans la nuit, il y a eu l'attaque américaine contre l'Iran, puis la riposte iranienne. On a vu au moins 2 ou 3 frappes sur l'île de Syrie, dans le golfe Persique. Il y a aussi eu 2 attaques sur Bandar Abbas, la ville située près du golfe. Et c'est tout ce qui a découlé de l'attaque américaine contre l'Iran. Les Américains ont essayé de frapper l'usine pétrochimique d'Assalouieh, mais les missiles de croisière qu'ils ont utilisés ont été interceptés par la défense aérienne iranienne. C'était une nouvelle amélioration du système, et ça s'est bien vu. On parlait justement de la façon dont la défense aérienne iranienne s'était renforcée pendant la trêve, la soi-disant trêve. Mais là, ils ont vraiment montré à quel point ils sont capables aujourd'hui. Et tous ces assauts, souvenez-vous, l'attaque israélienne contre l'Iran, puis plus tard, l'attaque américaine contre l'Iran. Ils ont utilisé des avions de chasse qui opéraient très très loin des frontières iraniennes. Ils sont restés à distance et ont frappé leurs cibles depuis l'extérieur de l'espace aérien iranien. Ils ne se sont jamais approchés de cet espace aérien. Si je ne me trompe pas, il y a eu un seul avion de chasse qui a tenté d'y pénétrer. Mais il a été repoussé par le système de défense aérienne iranien. Voilà toute l'histoire. Ensuite, il y a eu la riposte iranienne. L'Iran a frappé des cibles à Bahreïn, au Koweït et en Jordanie. Et à chaque fois que je veux dire Jordan, je pense à la prononciation en persan, Jordan, alors qu'en anglais, on dit Jordan. Bref, voici les cibles. L'une d'elles se trouvait au Koweït. Si vous regardez bien, on voit que c'est un ravitaillement. Vous savez, Incuf Smalling. Voici l'une des cibles de l'attaque iranienne contre le Koweït. Enfin, en réalité, c'était à Bahreïn. Un réservoir de carburant, ou comme ils disent, un stockage pour le carburant d'aviation. C'est un hangar récemment construit à la base aérienne d'Isa, à Bahreïn. Ce bâtiment, achevé en 2025, a été détruit lors de la dernière attaque iranienne contre Bahreïn. Un peu plus tard, de nouvelles images venues d'Iran ont montré précisément les cibles de ces frappes. Là encore, à Bahreïn, l'un des radars les plus récents, un radar d'alerte précoce, a été détruit par l'attaque iranienne. Et cet autre site, toujours à Bahreïn, ce sont ces bâtiments servant au stockage du carburant pour les avions de chasse, utilisés par les États-Unis pendant ces opérations. Parce qu'à chaque fois qu'Israël tente d'attaquer l'Iran, il ne peut pas le faire sans l'aide des États-Unis. Il faut garder ça en tête à cause de la distance. Quand les avions de chasse se dirigent vers l'Iran, ils doivent faire le plein, vous voyez, parce que la distance est vraiment importante. Donc ils doivent ravitailler en route vers l'Iran et aussi sur le chemin du retour vers Israël. Alors l'Iran a frappé 2 bâtiments importants, à Sheikh Yusuf, à Bahreïn, sur une base américaine. Et puis l'autre cible était au Koweït.
Là encore, il s'agissait d'un radar d'alerte précoce situé sur la base aérienne d'Ali Al-Salem qui a été touché. Et comme on le voit sur la photo, à gauche et à droite, le bâtiment a été complètement détruit. Voilà, c'était ça l'histoire. Mais le problème en ce moment, pour l'Iran, à mon avis, c'est ce qui se passerait s'il reculait. Parce qu'avant d'entrer en direct, on a appris, d'après les médias, les chaînes 12 et 14 en Israël, qu'il parlait de l'administration Trump, qui essaierait de faire beaucoup de pression sur les Iraniens pour qu'ils ne réagissent pas à l'attaque israélienne. Parce que, comme l'a dit Donald Trump, personne n'a été tué, personne n'a été blessé, donc il ne s'est rien passé. Calmons-nous et ne répondons pas à l'attaque israélienne sur Beyrouth. C'est impossible. Ça n'arrivera pas à mon avis. Ce qui va se passer, c'est que l'Iran va encore une fois attaquer le nord d'Israël en réponse à ce qu'Israël a fait. Pendant qu'on parle aujourd'hui, il y a une délégation militaire en Iran qui essaye de combler les derniers écarts, de régler les derniers détails. Apparemment, les deux parties, les Iraniens et les Américains, travaillent encore sur certains points. Mais imaginez, le même jour, il y a une attaque israélienne sur la Daïa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Donald Trump n'a pas le pouvoir dont il aime se vanter à chaque fois. Il n'a aucune véritable marge de manœuvre. Il n'a aucun moyen de montrer au monde qu'il dirige la situation. Non, Donald Trump ne dirige rien, à mon avis. Et son influence, comme son administration, est dominée par les Israéliens qui soutiennent Israël. D'abord Israël, ensuite les États-Unis. Je ne sais pas s'ils considèrent vraiment les États-Unis comme une deuxième option ou s'ils poursuivent d'autres objectifs propres à Israël. Mais Netanyahou vient de montrer qui commande vraiment. Il se moque complètement des États-Unis. C'est pour ça que, voyez-vous, votre allié, c'est Israël, et pourtant vous suppliez l'Iran de ne pas riposter à l'attaque israélienne. C'est d'une faiblesse incroyable. Si votre allié se fiche de ce que vous dites, comment pouvez-vous espérer que votre ennemi déclaré, votre soi-disant ennemi, fasse ce que vous lui demandez? Ça n'arrivera pas. Et l'Iran va réagir. L'Iran va frapper des cibles. L'Iran va frapper le nord d'Israël. Je ne sais pas s'ils vont frapper des cibles dans le centre ou dans le sud d'Israël. Mais il faut bien comprendre que la situation est vraiment critique en ce moment. Israël fait tout, absolument tout, pour détruire toute possibilité d'accord entre l'Iran et les États-Unis. C'est la réalité. Je ne suis pas du tout optimiste à propos de cet accord, parce que je ne vois rien de concret en sortir. Mais rien que l'idée, le fait que ces deux parties se retrouvent, signent quelque chose de manière électronique. Je ne sais même pas si ça veut encore dire quelque chose aujourd'hui. Et les négociations, souvenez-vous, c'était quoi déjà, ces négociations? La négociation, c'est avant tout deux parties qui se parlent directement, pas à travers le gouvernement militaire, pas à travers le gouvernement au Pakistan. Et c'est bien là tout le problème. Parce que, quand on veut conclure un accord, il faut négocier en face à face. Or, ça n'a pas eu lieu, parce que les États-Unis n'étaient pas prêts. Donald Trump prépare sa sortie de la région. Il ne cherche pas à conclure un accord dans le cadre d'une véritable stratégie à long terme au Moyen-Orient. Aujourd'hui, il a publié un message disant en gros « Calmez-vous, on s'en occupe, on va mettre fin à la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban, et l'avenir du Moyen-Orient sera radieux, avec la paix et la prospérité. » Ce sont d'énormes mensonges. Mec, le même jour où tu essaies de conclure un accord, Israël attaque Daïa, et pas seulement Daïa. Dans le sud du Liban, ils détruisent tout. Regarde simplement les images qui viennent du Liban aujourd'hui. Ils frappent des cibles, ils frappent des bâtiments, ils rasent tout. C'est la réalité à laquelle l'Iran est confronté, la réalité à laquelle les actes de résistance sont confrontés.
Est-ce qu'ils vont reculer? Je ne pense pas. Après tout, qu'est-ce que ça veut dire un accord? Quel serait l'intérêt pour l'Iran dans cet accord? Est-ce qu'ils vont récupérer leurs avoirs gelés? Le point le plus important, à mon avis, c'est de mettre fin à la guerre entre Israël et le Liban. Et Israël doit se retirer totalement, complètement du Liban. Sans ça, il n'y aura aucun accord possible dans la région. Israël va refaire exactement la même chose que ce qu'il a fait en Cisjordanie et à Gaza. C'est pour ça qu'ils avancent cet argument. Petit à petit, on y va, on détruit, et au final, il ne reste plus rien. Personne ne vit plus sur ces terres. Et ensuite on dit, voilà, un nouveau chapitre commence. Maintenant vient l'annexion. Ils veulent annexer la partie sud du Liban. Ça fait partie du projet du Grand Israël. Et je pense que c'est la principale raison pour laquelle personne ne devrait croire qu'un accord puisse avoir lieu entre l'Iran et les États-Unis. Comme le répète l'Iran, le premier point, c'est de mettre fin à la guerre sur tous les fronts. Et rien ne se passe à ce sujet. Mais Donald Trump, à mon avis, essaie de tromper les Iraniens avec cet accord. Il dit « allons-y ». Mais si vraiment il veut faire quelque chose de sérieux ou conclure un accord avec les Iraniens, comment peut-il justifier ces attaques contre le Liban? Comment il comprend ça? Et pourquoi il ne met pas la pression sur Israël? Netanyahou, lui, s'en fiche complètement de savoir si vous... Parce que Netanyahou voit ça comme... D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la dernière publication de Yair Lapid, le type qui est l'alternative à Netanyahou et à son gouvernement. Il a posté un long message sur X où il parle de plusieurs points. Il dit qu'il faut encore espérer que les informations sur l'accord avec l'Iran ne soient pas vraies. Il parle de l'accord entre l'Iran et les États-Unis. Mais si c'est le cas, ce serait l'un des échecs les plus choquants de la politique étrangère et de sécurité d'Israël. Et tout cela, selon lui, tourne autour de Benjamin Netanyahou et de sa faiblesse si cet accord se concrétise. Les points qu'il évoque dans ce message, c'est qu'il aurait vendu aux Américains un scénario beaucoup trop optimiste, sans en détailler les risques, qu'il les a induits en erreur et qu'il a perdu leur confiance en pleine guerre. En gros, il dit que le gouvernement israélien ne met pas la pression sur les États-Unis, que Netanyahou ne le fait pas comme il faudrait. Moi, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire de plus. Ils font déjà tout ce qu'ils peuvent. Les États-Unis, regardez-les aujourd'hui. Souvenez-vous de l'administration Biden. Beaucoup de gens se moquaient un peu de cette administration. Ils disaient qu'elle ne faisait rien, mais en réalité, ils envoyaient des bombes, ils donnaient tout à Israël. C'est ce qu'ils ont fait, vraiment. Ils ont envoyé les bombes, les drones, tout ce qu'il fallait à Israël. Des intercepteurs, tout, absolument tout. Ils ont soutenu Israël pendant les attaques à Gaza, en Cisjordanie, et tout a été détruit. Alors aujourd'hui, si on revient à la situation actuelle, quelle est la différence entre l'administration Biden et celle de Trump? L'administration Trump va encore plus loin. Elle a franchi toutes les limites. Ces fameuses lignes rouges, elles n'existent plus. Ils attaquent l'Iran, ils frappent le Liban, ils vont jusqu'au fleuve Litani. Non, allons au-delà du Litani. Allons à Beyrouth. Allons, tu sais, à Daïa et frappons. Ce sont des escalades qui se produisent le même jour où il essaye de signer un accord. C'est absurde, complètement absurde. Je ne vois pas, et Israël ne veut pas ça. Quand on regarde Benjamin Netanyahou, peu importe que ce soit lui au pouvoir ou quelqu'un comme Yair Lapid ou Naftali Bennett, ils ont tous le même état d'esprit. L'un d'eux dira peut-être qu'il diffère sur la politique intérieure en Israël, mais sur la politique étrangère, ils sont tous pareils. Rien ne compte pour eux quand il s'agit de détruire Gaza, le Liban ou d'attaquer l'Iran. Le problème en ce moment,
c'est que l'Iran a complètement changé le calcul au Moyen-Orient. Et ce calcul aujourd'hui n'est plus du tout défini. La nouvelle équation, selon moi, c'est que l'Iran doit répondre et qu'il va répondre à l'attaque israélienne. Il n'y a pas d'autre moyen de montrer qu'on est sérieux quand on parle du Liban, de la résistance ou de Gaza. C'est ça, désormais, le calcul du côté iranien. Mais concernant l'accord, il reste encore beaucoup de points importants à prendre en compte pour les Iraniens. L'un d'eux, c'est le détroit d'Ormuz. Quelle sera la place ou l'avenir du détroit d'Ormuz? L'Iran vient d'annoncer qu'il allait en prendre le contrôle. Donald Trump avait dit qu'il n'y aurait pas de péage ou quelque chose comme ça. Non, aucun péage ne serait appliqué. Mais du côté iranien, le ministre des Affaires étrangères a dit la même chose, que ce système de péage est contraire au droit international. Ils veulent faire payer les pays qui utilisent le détroit d'Ormuz, avec un nouveau système de frais de service ou peut-être des frais administratifs, ou encore des frais environnementaux, quelque chose dans ce genre-là. Mais en tout cas, ils vont contrôler le détroit d'Ormuz. D'après ce qu'a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères dans les médias d'État, ce contrôle se ferait conjointement avec le gouvernement omanais. Ils sont ensemble dans cette démarche. Et il faut se rappeler que le détroit d'Ormuz fait environ 22 ou 24 milles et demi de large. Et vous savez, 22.5 or 24.5 wide. And then you look at 12.5. Alors si on regarde 12,5 et 12,5 selon le droit international, vous avez votre propre territoire. Pour la mer, c'est 12,5 km et 12,5 km à partir d'Oman. Donc les zones vont se chevaucher. Il n'y a pas d'eau internationale dans le détroit d'Ormuz. En gros, deux pays, l'Iran et Oman, vont gérer le détroit d'Ormuz. Les autres pays pourront peut-être trouver un accord avec ces deux-là, l'Iran et Oman, et ils pourront avoir leurs propres discussions entre eux. C'est le plan du côté iranien. Et les États-Unis, eux, ne feront pas partie de cette gestion du détroit d'Ormuz. Ils ne feront pas partie des discussions, ni les États-Unis, ni Israël, parce que je ne vois personne considérer Israël aujourd'hui comme on le faisait avant le début de cette guerre. L'image d'Israël a été brisée, détruite. Vous vous souvenez, avant l'attaque contre l'Iran, tout le monde disait qu'après les États-Unis, ils avaient les meilleurs avions de chasse, la meilleure force aérienne, qu'ils allaient faire ci et ça. L'Iran, à côté, c'était rien du tout comparé au budget militaire israélien. Et regardez maintenant ce qu'Israël a, ce que les États-Unis apportent dans la région. Cette époque est révolue. Oui, cette époque est révolue. Et l'impunité d'Israël. L'impunité d'Israël quand il attaque d'autres pays, qu'il détruit des bâtiments et qu'il tue des gens. Cette époque est révolue. Et l'Iran doit le montrer. L'Iran l'a déjà montré. Et je pense que la nouvelle attaque, quand elle aura lieu dans les prochaines heures, vous allez voir une attaque iranienne. C'est tout l'enjeu du calcul régional. Donald Trump, s'il est sérieux, il doit faire quelque chose à propos d'Israël. Il n'y a aucun moyen d'obtenir un accord, quel qu'il soit, sans parvenir à un compromis, sans ramener Israël dans la cage, remettre Israël dans la cage. Est-ce que c'est possible pour les États-Unis? Non, je ne pense pas que ça arrivera. I don't see that happening. Maybe I'm too negative about Israel. Peut-être que je suis trop négatif envers Israël, mais la seule raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'il suffit de regarder le comportement d'Israël. Le pays devient de plus en plus dur. Il attaque de plus en plus, au lieu de reculer. À chaque fois que Donald Trump dit qu'Israël doit faire ceci ou cela, et que les États-Unis font telle chose à cause d'Israël, on peut simplement supposer que tout ça se passe à cause d'Israël. Les États-Unis sont entrés dans cette guerre en attaquant l'Iran à cause d'Israël. Ils ont détruit l'économie des pays du Golfe, encore à cause d'Israël. Ils ont tué de nombreux civils iraniens.
3500 pour la plupart des civils, à cause d'Israël. Ils attaquent les réservoirs d'eau dans le sud de l'Iran, toujours à cause d'Israël. Est-ce que l'Iran a réagi de manière appropriée? Est-ce que l'Iran a frappé des usines de dessalement dans les pays du Golfe et en Israël? Non, l'Iran n'a pas fait ça. Non, ils ne l'ont pas fait. L'Iran a simplement répondu à l'attaque contre ses infrastructures énergétiques de la même manière. Ils ont visé des infrastructures énergétiques au Qatar, aux Émirats arabes unis et dans d'autres pays du Golfe. Bahreïn, le Koweït, vous voyez. Mais ils n'ont pas attaqué les usines de dessalement. C'est pour ça que je pense qu'ils réagissent. L'Iran a, selon moi, et d'après mon analyse jusqu'à présent, une stratégie totalement cohérente et globale dans sa manière de répondre et de riposter aux attaques israéliennes et américaines contre l'Iran et contre le Liban. Ce n'est plus seulement une affaire iranienne, c'est aussi une affaire libanaise. C'est une affaire qui concerne Gaza et les Palestiniens. Parce que Israël, ce qu'Israël voit dans la logique d'Israël, c'est que s'ils reculent au Liban, ils seront ensuite forcés de se retirer de Gaza et de la Cisjordanie. C'est comme ça qu'Israël perçoit la situation, parce qu'un tel recul serait une énorme défaite pour eux. Moi, je pense que cette guerre a déjà été une défaite stratégique et économique majeure. Et d'un point de vue géopolitique, quand on regarde la situation au Moyen-Orient, c'est une défaite considérable pour Israël. Et si on regarde bien, on peut se demander, pourquoi Israël? Pourquoi Israël, s'ils attaquent dans le sud du Liban et qu'ils détruisent des villes, et ce sont d'ailleurs des villes importantes dans le sud du Liban, alors que jusqu'à présent l'Iran a déclaré que cette région ferait partie de l'accord. Mais la ligne rouge, telle que je la comprends, c'était Beyrouth et Dahiya. Si vous attaquez Dahiya et Beyrouth, nous allons riposter. Mais dans le sud du Liban, il y a une sorte de perception du côté de l'axe de la résistance, selon laquelle le Hezbollah peut gérer la situation ou même vaincre Israël dans le sud du Liban. C'est pour ça qu'ils ne vont pas jusqu'à attaquer Israël directement depuis le sud. Je parle ici de l'Iran, qui n'attaque pas Israël à cause de ce qui se passe dans le sud du Liban. Donc Israël n'est pas capable de vaincre le Hezbollah. C'est pour ça qu'ils doivent faire monter la pression. Ils doivent exercer une forte pression sur les civils, sur la société libanaise. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent le faire. Quand on est en train de perdre, on agit comme ça. Et si vous regardez bien, c'est exactement la même chose qui se passe en Ukraine. Souvenez-vous, l'Ukraine ne gagne pas sur le champ de bataille. C'est pour ça qu'ils doivent intensifier le conflit. Ils envoient ces drones pour frapper des civils en Russie, au cœur même du pays. Mais, si vous êtes capable d'utiliser ces drones, utilisez-les sur le champ de bataille. C'est la même chose avec Israël. Israël, la seule raison pour laquelle ils attaquent Dahiya et Beyrouth, c'est qu'ils subissent d'énormes pertes dans le sud du Liban. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez vu hier, il y a des images qui circulent, des images d'un drone israélien. Les voici. En regardant cette vidéo, on voit que le Hezbollah a publié hier les images montrant la destruction d'un drone israélien Heron 1 de type MAL, abattu à une altitude de 7 km par un missile solaire iranien de technologie avancée. Et c'est ça, la capacité du Hezbollah. Avec le temps, ils deviennent meilleurs dans l'usage des drones, des roquettes, des embuscades dans le sud du Liban. Ils s'améliorent sans cesse. Ils gagnent de l'expérience, et cette expérience les met dans une position plus forte. On voit bien à quel point ils sont capables d'abattre ces drones. Ce sont de gros appareils, très coûteux pour Israël. Juste avant cet événement, il y a eu l'attaque du Hezbollah contre des chars Merkava. C'était énorme. Si on regarde la photo, c'est celle dont le Hezbollah a parlé. Cette image, venue du Liban, montre l'embuscade du Hezbollah contre une colonne avancée de chars israéliens
faisant exploser au moins 2 chars Merkava. Jusqu'à présent, si je ne me trompe pas, plus de 300 chars Merkava ont été détruits au cours des 5 ou 6 dernières semaines. Ce sont des pertes énormes pour Israël. Et si on regarde non seulement les chars Merkava, mais aussi les batteries des systèmes de défense aérienne, le dôme de fer et le système de communication, on voit bien les pertes humaines, comment le nombre de soldats israéliens tués ou blessés ne cesse d'augmenter. Ce sont des pertes considérables pour Israël. Ils n'ont jamais connu une telle situation auparavant. C'est la nouvelle réalité dans le sud du Liban. Et c'est pour ça qu'ils doivent agir ainsi. C'est pour ça qu'ils doivent intensifier leurs opérations. Et ils voient bien que si les États-Unis font quelque chose, s'ils concluent un accord quelconque avec l'Iran, leur position va s'affaiblir encore et encore, comme l'a dit Yair Lapid, la position israélienne. Alors, pour revenir à l'accord entre l'Iran et les États-Unis, il y a 2 points importants. D'abord, le détroit d'Ormuz restera sous le contrôle de l'Iran. Donald Trump ne peut rien y faire, et ce sera en coordination avec le gouvernement omanais. Ensuite, le cas du Liban est le plus critique dans cet accord, et je ne pense pas qu'il aboutira. C'est pour ça que je ne vois pas les 2 parties signer l'accord, surtout qu'Israël, vous savez, a attaqué le Liban et franchi ses lignes rouges. Et maintenant, voyons ce qui va se passer avec l'attaque iranienne contre Israël et la réponse de l'axe de la résistance. D'après ce que je comprends, ce sera l'Iran qui attaquera Israël. Peut-être que le Yémen fera la même chose. Enfin, le Yémen devrait aussi répondre à Israël. C'est pour l'instant l'évaluation de la situation. Voyons maintenant comment les Iraniens perçoivent la situation. Et l'autre point, dans le cas de cet accord irano-américain, ce qu'ils appellent l'accord, c'est la question des avoirs iraniens gelés. On a appris qu'au moment où l'Iran signera l'accord, ces avoirs seront débloqués, environ 12 milliards et demi de dollars, parce qu'ils ont gelé quelque chose comme 24 à 25 milliards de dollars d'avoirs iraniens. Et c'est le gouvernement de Bahreïn qui doit procéder à ce déblocage. Comme je l'ai déjà dit, des représentants du gouvernement bahreïni sont en ce moment même à Téhéran, en train de discuter avec les Iraniens. Regardons l'attaque iranienne et la riposte ou la représaille de l'Iran contre Israël. Comment cela va-t-il changer la situation? J'imagine que Donald Trump, après l'attaque, va sortir en disant « Bon, vous avez attaqué le Liban, l'Iran vous a attaqué, donc on en a fini avec les attaques. » Et on revient toujours à la même chose, vous vous en souvenez. Ce sont les cycles sans fin de la guerre, œil pour œil. Et ça ne s'arrêtera pas. La dernière fois, Donald Trump avait dit « On en a fini avec les représailles. Passons à la négociation. Trouvons un accord, d'une manière ou d'une autre. » Mais Israël va répondre à l'attaque iranienne, puis l'Iran va riposter à nouveau. Et c'est bien là tout le problème. Il semble qu'Israël, d'après ce que disent les Israéliens eux-mêmes, on ne puisse pas affirmer à 100% qu'Israël coordonnait l'attaque avant aujourd'hui, avant de frapper la Dahieh. Ils ont déclaré avoir reçu le feu vert des États-Unis avant cette attaque. Si c'est vrai, et vu la manière dont les médias israéliens le présentent, alors pour l'Iran, c'est la fin. Il faut être réaliste. On ne peut pas vivre dans une sorte de rêve en pensant atteindre un tel objectif, parce que c'est impossible. L'administration Trump, il n'y a pas de diplomatie, pas de négociation, pas de compréhension entre les 2 camps. Rien n'a avancé sur le plan des discussions. Il y a, à mon avis, certains points faibles au final. Admettons que les États-Unis acceptent ou que dans l'accord, on ne parle pas vraiment du détroit d'Ormuz. Qui va changer la réalité du détroit d'Ormuz?
L'Iran n'a pas besoin que les États-Unis l'acceptent. L'Iran contrôle à l'heure où nous parlons le détroit d'Ormuz. L'Iran n'a pas besoin de ça, et ce ne sera pas mentionné dans l'accord. C'est le premier point. Deuxième point, le Liban, un des points les plus importants. Est-ce que ça va ramener un peu de raison dans le comportement d'Israël? Je ne le crois pas. Donc ça ne sert à rien d'avoir un accord avec les États-Unis. À Gaza, en Cisjordanie, est-ce que ça va changer quelque chose? Non, rien du tout. Alors, quel est le vrai problème pour vous? Quel serait l'intérêt pour l'Iran de conclure un accord avec les États-Unis, avec le blocus? On peut dire que le blocus met une forte pression sur l'économie iranienne. Mais ce n'est pas seulement une question d'un camp qui subit le blocus. Les États-Unis eux-mêmes en subissent les effets. Ce n'est pas seulement une affaire iranienne. C'est toute l'économie mondiale qui est touchée. Moi, je pense que l'Iran peut tenir plus longtemps que les États-Unis en cas de blocus. Ils n'ont pas besoin de cet accord pour faire pression sur Washington. Ils peuvent résister. Et on verra combien de temps les États-Unis pourront maintenir ce blocus. C'est une tâche énorme d'ailleurs. Ce n'est pas quelque chose de facile. Et elle n'était pas si efficace que Donald Trump essaie de le faire croire. Ce n'était pas du 100%. Nous ne contrôlions pas tout le golfe Persique. Dire que rien n'entrait et que rien ne sortait, c'est un énorme mensonge d'ailleurs. D'abord, l'Iran ne dépend pas totalement du détroit d'Ormuz, ni du golfe Persique. Ils peuvent s'en sortir, comme on l'a vu jusqu'à présent. Dans le golfe Persique, ils peuvent passer par le Pakistan, puis rejoindre l'Iran, puisque le Pakistan s'y est préparé ou a coopéré avec l'Iran. Ils peuvent aussi passer par le nord. Ils ont la mer Caspienne. Les frontières de l'Iran sont immenses. Ils ont beaucoup d'autres options. Mais pour les États-Unis, rester là-bas, c'est un coût énorme, pas seulement militaire, mais aussi géopolitique. Et cela fait souffrir l'économie mondiale. La raison pour laquelle Donald Trump parle de cet accord, alors qu'il sait qu'il ne peut pas contrôler Israël, c'est à cause de l'économie mondiale, parce que tout est en train de s'effondrer. Tout est en train de s'effondrer. Dans les 4 ou 5 prochaines semaines, on va voir d'énormes pressions s'exercer sur tout le monde, sur l'Europe, sur les États-Unis, sur l'économie mondiale, sur le Japon, la Corée du Sud, tous ses alliés. Imaginez un peu, les États-Unis ont sacrifié tous ses alliés à cause de ces désirs ou de ces sortes de fantasmes d'Israël de vouloir détruire l'Iran, de provoquer un changement de régime en Iran dont ils se moquent complètement. Regardez simplement comment le Japon, la Corée du Sud ou encore les pays du Golfe voient aujourd'hui les États-Unis. Je ne prétends pas savoir ce qui se passe dans la tête des dirigeants de ces pays, mais si on raisonne de manière logique, rationnelle, on se demande, mais enfin, c'est quoi tout ça? C'est quoi cette guerre contre l'Iran, ce conflit autour du détroit d'Ormuz? Nous subissons les conséquences de la guerre. Nous ne recevons plus notre pétrole par le détroit d'Ormuz. Qui en profite? Personne. La guerre a détruit les pays du Golfe en ruinant leur économie. Elle met une énorme pression sur le Japon et sur la Corée du Sud. Et les Européens, eux, sont dans une situation critique. Imaginez simplement ce qui se passe avec l'affaire de l'Ukraine et la façon dont les États-Unis ont saboté le gazoduc Nord Stream pour rendre l'Europe plus dépendante d'eux. Le pétrole et l'énergie coûtent beaucoup plus cher à l'Europe quand ils viennent des États-Unis. Alors, avec le problème du détroit d'Ormuz et tout ce qu'ils affrontaient déjà avant, c'est un nouveau choc, un nouveau coup porté à l'économie européenne. Les réserves de pétrole et d'énergie se dégradent de plus en plus. Et les États-Unis, souvenez-vous de ce que faisait Donald Trump. Il utilisait l'accord de paix. On négociait, on était tout près d'y arriver. Je ne sais pas si vous avez vu ce passage sur CNN. Plus de 39 fois,
Donald Trump a dit « On est sur le point de conclure un accord. Les États-Unis et l'Iran vont avoir un nouvel accord. » Et selon lui, ça allait tout changer. Ça allait être grand, magnifique et tellement paisible. Et à chaque fois, il utilisait les ressources américaines, les réserves de pétrole, de gaz, tout ce qu'ils ont, pour équilibrer le marché du pétrole. En même temps, avec ce genre d'arguments, avec ce genre de fausses informations qu'il diffusait, il traitait tous ces médias, les grands médias, de fake news. Mais en réalité, c'est lui qui en est la source. Il a produit plus de fausses informations que tous les médias du monde réunis. Ce type-là, disons, a réussi à manipuler le marché du pétrole en jouant à la fois sur les réserves américaines et sur la propagande qu'il a mise en place jusqu'à présent. En combinant tout ça, il a pu contrôler le marché du pétrole. Et c'est bien là le problème aujourd'hui. Je pense qu'on arrive à un moment charnière pour l'Iran. L'Iran doit reconsidérer, réévaluer sa position. C'est un point crucial. Avant tout, peu importe qu'il parvienne ou non à un accord avec les États-Unis, ce sera sous contrôle iranien. Le blocus, l'un des avantages, si l'Iran et les États-Unis trouvent une forme d'accord ou de compromis, ce serait un atout. Les avoirs iraniens gelés, ce serait un avantage pour l'Iran s'ils parviennent à un accord. Je ne sais pas à quel moment ils pourront récupérer ces avoirs gelés. Comme on l'a appris, ce sera 50% au moment où ils signent l'accord, puis ensuite dans les 60 jours suivants ou dans les prochains. Parce que dans l'accord, quand on signe un accord, on a quelque chose comme 60 jours pour parvenir à l'accord final. Et moi, je ne vois pas ça arriver. Et cet accord final, c'est encore 60 jours, puis encore 60 jours, et encore 60 jours. Comme ça avait été le cas pour l'Ukraine. 24 heures pour mettre fin à la guerre. Aujourd'hui, il a parlé avec Zelensky et lui a dit « Magnifique, joyeux anniversaire, tu fais du bon travail » et tout le reste. Mais la guerre est toujours là. Et les États-Unis ne mettent pas fin à cette guerre. Et imaginez, c'était censé durer 24 heures. Et maintenant, il parle de 60 jours. Est-ce que ça va vraiment se faire? Ou bien l'Iran va-t-il récupérer ses avoirs gelés? Moi, je n'y crois pas. Est-ce qu'ils vont lever? Parce qu'il ne s'agit pas seulement des avoirs gelés. Il semble que les États-Unis vont lever, ou plutôt suspendre, une partie des sanctions sur le secteur énergétique iranien. En clair, sur les exportations de pétrole iranien. Et puis, il y a un autre point, la production pétrochimique de l'Iran. D'une certaine manière, il lèverait les sanctions sur le secteur énergétique iranien, si on peut dire les choses ainsi. Voilà les avantages pour l'Iran. La levée des sanctions, la fin du blocus, la récupération des avoirs gelés. Les deux autres points, eux, n'ont strictement rien à voir avec les États-Unis, ni avec leur position. Prenons le cas du Liban. Les États-Unis ne peuvent rien faire. Il faut bien s'en souvenir. Ça n'arrivera pas. C'est Israël qui décidera de la situation dans le sud du Liban. Ce ne sont pas les États-Unis. Ce ne sera pas le président américain, ni ce magnanime. Parce que c'est une longue histoire. Ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui, ni d'hier, ni d'avant-hier. Depuis 1948, Israël fait ça. Et il continue avec le même état d'esprit. Il s'agit de détruire, de tout raser, de tuer les gens, puis d'annexer la terre. Ils font la même chose en Syrie. Vous vous souvenez à l'époque où Assad était au pouvoir? On disait que le problème c'était Assad, que Bachar al-Assad était le problème. Aujourd'hui, il y a un nouveau chef du HTS en Syrie. Est-ce qu'Israël a arrêté d'attaquer la Syrie? Qu'est-ce qui se passe en Syrie? Ils avancent. Ils prennent plus de territoire. Et quelle est l'importance de ces terres? 20% de l'eau douce de la Syrie est aujourd'hui sous occupation israélienne. Ils essayent de faire la même chose dans le sud du Liban. Tout cela fait partie d'une stratégie d'Israël.
It's all strategic on the part of Israel. It's not just about the land, it's about the resources of that land. Et pourtant, c'est lui qui dit ça. Pour moi, c'est une information majeure. C'est énorme pour le gouvernement libanais. Le gouvernement libanais est dans la même situation. Il est lui aussi sous la tutelle des États-Unis, parce qu'il pense qu'en jouant le jeu, il pourra améliorer la situation. Non, quand on recule, on montre sa faiblesse, et ils finiront par vous détruire. You're weak, and they're going to destroy you. They're going to go after you. You fight back, they back down. Ils vont s'en prendre à vous. Si vous ripostez, ils reculent. Ils réévaluent leur position. C'est comme ça que ça fonctionne au Moyen-Orient. C'est pour ça que l'Iran doit répondre. L'Iran doit réagir à l'attaque israélienne, et ils le feront. Parce que si vous reculez, c'est un signe de faiblesse. Rappelez-vous, l'Iran négociait avec les États-Unis. Même négocier avec ces gens-là, c'est déjà un signe de faiblesse. Ils ont négocié. Ils ont négocié 2 fois avec les États-Unis, et les États-Unis les ont attaqués. Une attaque israélienne en juin 2025, puis une attaque américaine conjointe avec Israël, le 28 février de cette année. Voilà, quand vous négociez, vous montrez que vous êtes faible. You negotiate, you're weak. Et je pense que c'est ça, la nouvelle réalité. Il faut riposter. Il n'y a pas d'autre façon de comprendre. Quand on regarde la situation des négociations, il n'y a aucun signe de discussion, aucun signe de dialogue. Tout se joue sur le champ de bataille. Le détroit d'Ormuz, c'est le résultat du champ de bataille. Le blocus, s'ils essaient de lever, ce sera aussi le résultat du champ de bataille. Le Liban, lui aussi, sera décidé sur le champ de bataille. Il n'y a aucun moyen de négocier sur le Liban, ni sur ce qui s'y passe. Il faut décider de l'avenir de la région. Il faut forcer Israël à quitter le Liban. On ne peut pas l'obtenir par la négociation. Ça n'est jamais arrivé. It has never happened. And I don't know why you can be optimistic about Et je ne comprends pas comment on peut être optimiste à l'idée que ça puisse se faire par la négociation. C'est la réalité. Et j'espère que la direction iranienne comprend bien ce qui se passe. C'est un moment important. Ce n'est pas une question d'accord en soi. Un accord, ça peut se signer sur une simple lettre, un document. Mais là, il y avait un vrai accord. Il y avait un grand accord entre l'Iran et le JCPOA. Ce n'est peut-être pas comparable avec la situation actuelle, mais à l'époque, l'Iran et les États-Unis ont négocié cet accord pendant environ 3 ans, 2 ans et demi à 3 ans de discussion. Pas seulement sur le plan politique, mais aussi sur des aspects techniques, en travaillant ensemble, en négociant, puis en signant l'accord. Et le lendemain, Donald Trump est arrivé et a tout détruit. Il ne reste plus rien. Alors, la direction en Iran, comme celle de l'axe de la résistance, doit comprendre que c'est ça, la réalité. Peu importe ce que vous faites le lendemain de la signature. Vous signez l'accord et eux, ils vont sortir en disant « On s'en fiche, ça ne nous apporte rien, ça ne nous profite pas, alors jetons-le à la poubelle ». Et c'est à ce moment-là que l'axe de la résistance doit se remettre en question, réévaluer la situation. Est-ce qu'ils vont vraiment en tirer un bénéfice? Ce n'est pas une question d'Iran, souvenez-vous-en. Ce n'est pas à propos de l'Iran, parce que l'Iran fait partie de l'axe de la résistance. Avec le Yémen, avec l'Irak, avec le Liban, avec Gaza. Parce que si vous voulez mettre fin au génocide, je pense que c'est un moment absolument crucial pour le faire. Vous ne reculez pas. Vous ne laissez pas Israël continuer ce génocide. Parce que le génocide s'étend. Il ne diminue pas. Il n'y a pas de réduction du génocide. Ils l'étendent. Et c'est maintenant qu'il faut rester. Il faut résister. Il faut les forcer à comprendre qu'ils ne pourront pas continuer ce genre d'attaque. Il est impossible pour l'axe de la résistance de reculer. Reculer, ce serait un signe de faiblesse. Ce serait la fin pour vous. À mon avis, il ne faut pas laisser les États-Unis obtenir ce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir sur le champ de bataille.
En ce moment, ils rêvent, ou plutôt ils veulent y arriver, à travers une sorte d'accord entre les deux camps. C'est pour ça que l'Iran doit riposter, doit montrer l'importance de sa position. On verra bien ce qui va se passer plus tard dans la journée. On aura sans doute plus d'informations sur la situation. D'après ce qu'on a vu jusqu'à présent, et selon les dernières nouvelles, il semble que Donald Trump, comme l'a rapporté Axios, ait dit ceci. Quand on lui a demandé pourquoi Bibi avait dû lancer cette foutue attaque, il a répondu « J'étais furieux ». Voilà ce qu'a dit Donald Trump à Axios. Je lui ai dit qu'il n'avait aucun fichu jugement. Oui, je le lui ai bien fait comprendre. Franchement, qui se soucie encore de ce qui se passe? Je ne vois pas les gens en Iran s'intéresser à ce qui se passe là-bas. Ils ne se préoccupent pas de ce qui se joue entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Pour eux, l'Iran fait partie de l'axe de la résistance et Israël occupe la même position de l'autre côté. Ils ne voient pas les États-Unis et Israël comme deux ennemis distincts. Pour eux, c'est exactement la même chose. Les États-Unis font ce qu'Israël leur demande. Israël se sert des États-Unis comme d'un intermédiaire. L'administration Trump a réussi à transformer les États-Unis en un parfait relais d'Israël au Moyen-Orient. Si les États-Unis veulent survivre stratégiquement dans la région, au Moyen-Orient, ils ont l'occasion de le faire, de montrer au peuple de la région qu'ils ne sont pas un vassal d'Israël, qu'ils ont leur propre souveraineté. Mais jusqu'à présent, on n'a rien vu de tel. Donald Trump ne nous montre pas que les États-Unis sont un pays souverain. Imaginez un peu à quel point c'est absurde. Une superpuissance qui n'est même pas souveraine quand il s'agit d'Israël et qui doit suivre la politique israélienne. Et Donald Trump vient de dire qu'il a demandé à l'Iran de ne pas réagir, que s'ils réagissent, tout sera gâché. Je pense que la signature aura quand même lieu aujourd'hui, dans quelques heures. Mais l'Iran ne devrait pas lancer de missiles sur Israël. Voyons ce qui va se passer. C'est Donald Trump qui met beaucoup de pression sur les Iraniens pour qu'ils ne réagissent pas. Mais malheureusement, si vous n'arrivez pas à contrôler votre allié, celui que vous avez soutenu, celui pour qui vous avez tout sacrifié pour Israël, si vous ne pouvez pas le contrôler, vous ne pouvez pas espérer contrôler le comportement de l'Iran ni sa riposte. Voyons ce qui va se passer aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. J'ai essayé de résumer ce qui se passe, ce qui est en train de se passer en ce moment. Et voyons ce qui va arriver. D'après ce que je comprends, les Iraniens vont frapper Israël durement et ils vont le faire pour lui donner une leçon, pour lui montrer qu'il ne peut pas continuer à agir de cette façon. On verra bien ce qui va se passer. Merci beaucoup et à très bientôt.